Une graine bien connue de Frédéric Jonot, meilleur ouvrier de France Primeur, et de Guy Martin. Ensemble, ils évoquent la singularité de ce coco de Paimpol et surtout le travail méticuleux de ceux qui le récoltent. Vous, votre rôle, c'est d'aller voir les paysans, tout ce milieu agricole, c'est ça? Enfin, vous avez sans doute aussi un réseau, puis toujours en recherche de nouveaux produits, je pense. C'est de les sélectionner, c'est ça? Vous les sélectionnez d'abord? Exactement, c'est la recherche est d'être, alors on va jouer sur le mot, mais d'être le primeur, c'est-à-dire d'avoir la chance d'être le premier à avoir le beau produit sur l'étalage. Donc ça, c'est un véritable travail d'investigation, de recherche, c'est un vrai métier. Alors là, par exemple, c'est un produit extraordinaire, là. Là, on est dans les Côtes d'Armor, la Bretagne, le coco de Paimpol. J'ai envie de dire, Guy, c'est coco rico. Voilà, c'est Cocorico parce que c'est un produit qui est magnifique. Coco de Paimpol, pour nous, c'est le fleuron des haricots. Alors, il y en a d'autres, mais celui-là est bien. Cet haricot, il est ramassé entre le frais et le sec, hein, c'est ça, hein? C'est exactement ça. Il est ramassé entre le frais et le sec, donc il y a deux modes de conditionnement, donc qui permet de maturité et qui permet également deux méthodes de récolte. Donc la première, c'est du demi-sec, donc c'est celui qu'on a ici, donc il est en gousse et il va être cueilli, allez, on va dire un 3/4 maturité. Pourquoi? Ça va lui donner sa fraîcheur, ça va lui donner une peau très très fine, donc qui va lui faire une particularité que les cuisiniers aiment bien, c'est-à-dire que plus la peau est fine, meilleur il est facile à cuire, et puis au niveau gustatif, et il a des propriétés aussi santé intéressantes. Et puis il y a le côté sec, donc le côté, on est obligé de le récolter forcément à maturité, si on veut le conserver une bonne année. Voilà, parce qu'en fin de compte, on va les utiliser de deux façons, ces cocos. Un petit peu frais, comme un haricot frais, on va dire, cuit à l'eau, avec cette belle couleur nacrée à l'eau ou autrement, du reste. Et puis sec, pour pouvoir le garder, et puis notamment nos amis du Sud-Ouest l'adorent. Oui, hein? Exactement. Alors, le frais, il se conserve pas très longtemps. Donc, c'est un produit frais. Voilà, c'est un produit frais, donc on les cote. On peut facilement le garder dans une bonne semaine dans le réfrigérateur. On peut le congeler pour ceux qui veulent goûter ça un petit peu plus tard. Mais moi, je le conseille de le manger en saison tout de suite. Quand on les a frais, c'est vrai que c'est extraordinaire. Puis ce côté nacré. Ce côté nacré qui est juste sublime. Alors là, on le voit, c'est vrai qu'on le voit, on a la couleur, là, c'est... Et c'est pour ça que je dis qu'il faut le prendre, on le voit bien, moi j'aime beaucoup cette petite... Les Amérindiens, eux, le mangent en purée, mais cru, ils en font des farines, ils en font des trucs, mais c'est extraordinaire. Nous, quand on en fera des farines, ce sera bien, c'est qu'on aura des bonnes productions. On aura des bonnes productions. Des bonnes productions. Mais c'est vrai que c'est un produit qui est extra, que c'est un produit qu'il faut vraiment mettre en avant, qui est saisonnier, qui a une histoire. Ah, c'est bon. Hein. Oh, c'est bon. Moi, j'aime goûter le produit cru, parce qu'on sent ce côté farineux, on sent ce côté amertume. On voit le taux d'humidité qu'a le grain également. Qui est intéressant, là. Et on est vraiment dans la saveur. Et je pense que c'est pas par hasard que voilà, ce haricot, il s'est développé ici, qu'il a pris ses lettres de noblesse en Bretagne. Parce que sinon, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour que cet haricot, il soit juste sublime, qu'il soit nacré, qu'il ait une bonne couleur, que la mâche soit intéressante, qu'il soit parfait. Les Bretons sont des grands voyageurs. Et un jour ou l'autre, quand ils ont fini de voyager, ils s'installent, ils reviennent dans leur pays. C'est valable pour Alban qui est revenu, on a les mêmes choses pour Plougastel, on a plein d'anecdotes, donc merci aux Bretons parce qu'on leur doit beaucoup. Et le coco de Paimpol, juste un homme qui revient dans ses terres et qui veut le mettre en action, et 100 ans plus tard, on a un produit merveilleux. Guy Martin l'ayant écossé, s'apprête à faire déguster le coco à sa façon. Frédéric, je vous ai préparé une déclinaison de coco de Paimpol. Wow, c'est déjà une œuvre d'art, rien qu'à la vue. Ah, mais c'est important, vous le savez bien, c'est important la vue, mais bon, le goût, ça reste la pièce maîtresse. Donc là, c'est une déclinaison, une façon différente de travailler le coco. Et là, il y a un petit clin d'œil, vous allez voir pourquoi, au Sud-Ouest. Mais je vous laisse découvrir la recette. Ah, il y a un petit clin d'œil au Sud-Ouest. Oui. On sent un... Ah, il y a de la résistance, hein.
Ah oui. Ça sent le sud-ouest, ça sent même le Pays Basque. Ça sent le Pays Basque. Puis on peut même déborder un petit peu sur l'Espagne, un petit peu de piment d'Espelette, il y a du chorizo. Oui, j'allais dire, Hein? c'est une belle déclinaison. Hein. C'était un peu un clin d'œil au cassoulet, en fin de compte. Une autre façon de cuisiner le haricot. Et puis, vous voyez, Oui, dans le fond... Le verre. Alors, le verre, c'est un pesto. Voilà, c'est une sorte de pesto, mais, de la roquette. Ah, Pour un pesto apporter, de roquette. pour apporter cette petite pointe d'acidité, je trouve qu'il va bien mettre en valeur ce coco qui a besoin quand même d'être accompagné. L'harmonie comme ça, de tous ces produits mélangés en bouche, ça vous fait une explosion, c'est extraordinaire. Alors, très peu salé. Moi, je sale très peu. Pour bien mettre que le produit, on sente bien le produit, qu'il soit bien mis en valeur. Alors moi j'ai envie de dire, là on est sur une recette de grand chef. Comment on le cuisinerait plus convivialement à la maison? Il y a tellement de façons. Et la façon la plus simple, une fois qu'il est cuit, alors c'est bien si on peut mettre un petit peu de laurier, du serpolet dans l'eau de cuisson. Tout simplement en salade. C'est juste magnifique. Alors en salade, c'est magnifique et surtout, une fois qu'il est égoutté, il ne faut pas trop le rafraîchir. Il faut le servir presque tiède. À température. À température, voyez-vous. On l'égoutte un tout petit peu, mais même pas. Le temps de faire sa vinaigrette. Alors on peut faire voyager cette vinaigrette avec de la bonne huile d'olive. On peut mélanger des moutardes différents, des poivres différents, mais tout simplement une vinaigrette. C'est magnifique. On peut le cuire aussi, et ça, en Savoie, dans ma Savoie natale, on le cuit avec un morceau de lard, un morceau de jambon. Vous savez, le talon d'un jambon. Ouais. Vous cuisez ces cocos avec ce talon du jambon, vous continuez un petit peu dans l'eau de cuisson, à continuer à cuire ce talon de jambon. Vous faites des gros dés, des grosses tranches que vous voulez, c'est juste sublime. Un accompagnement d'un poisson, tout simplement. Une bonne sole, un bon rouget, qui est cuit au four. Une fois que ces cocos sont cuits, dans les derniers moments que vous avez presque la cuisson du poisson, vous rajoutez les cocos dedans qui sont déjà cuits, ça va s'harmoniser avec le poisson. Franchement, c'est un produit facile. Et puis alors l'hiver, moi je trouve que l'hiver, on l'oublie toujours, mais dans les pot-au-feu. Dans les soupes, dans les pot-au-feu, c'est magique. Traditionnellement, voilà, soupes, c'est pas compliqué, on les cuit, on va les rajouter au moment avec ces bonnes carottes, ces pommes de terre, ces raves, ces navets. On est parfait. Et ça y est, j'ai encore faim. On va attaquer le jambon, là. On va attaquer les plats, les vrais. Les vrais, ouais.